Donc, le vert ou rouge pour terminer cette soirée. Comme à l'habitude, en fait, je donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord ou rouge en désaccord. Donc, on va commencer avec parlant du Canadien. Nick Suzuki pourrait devenir un marqueur de 40 buts dans la Ligue nationale de hockey. Éloi. Il pourrait, mais je pense que je vais y aller avec rouge parce que dans les prochaines années, il va plus se concentrer sur d'autres facettes de son jeu. Être un passeur. Caulfield, cette année, il n'a pas marqué énormément, mais je pense que dans les prochaines années, on va le voir marquer plus. Donc, je pense que tout ça, ça va faire que Suzuki, en tant que centre, il a le potentiel, mais je pense pas qu'il va nécessairement devenir un marqueur de 40. Je vais y aller avec vert. Je pense qu'il va le faire au moins une fois. Je ne sais pas s'il va le répéter par la suite, mais je crois qu'il y a le potentiel pour l'atteindre. C'est surtout avec la saison qu'il connaît, on voit qu'il est capable d'utiliser son tir. Donc, je pense qu'il pourrait y arriver éventuellement. Pierre-Carl? Pour plusieurs saisons, je ne pense pas, mais je pense que, comme tu dis, il va être capable pour une saison ou deux. Je pense qu'il va être en mesure de réussir. Luc? Je pense qu'il va réussir une saison. Je pense que ça va être dans 3-4 ans parce que le Canadien va être vraiment très, 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 très compétitif. Il va l'atteindre genre à 40 ou 41. Ça ne sera pas un gros 40, mais il va l'atteindre. Je ne suis aucunement inquiet lorsque cette équipe-là va être clairement à maturité. Marc-Antoine? C'est difficile comme question parce que Chris, tu sais, des gars comme Hyman puis des gars comme Reinhardt, c'est pas supposé être des gars de 50 buts. Fait que là, tu te dis, ben écoute, 40, c'est plus qu'envisageable pour Nick Suzuki. Mais d'après moi, dans une équipe améliorée avec des marqueurs de but, il va plutôt distribuer la rondelle que la mettre dedans. Fait que je vais dire vert parce que c'est pas impossible que ça arrive une fois. Je pense que c'est plus rouge que vert, mais en même temps, tu sais, pourquoi être méchant? Hein? Pourquoi être pessimiste? Donc, voilà, vert, mais dans une équipe aspirante, puis une bonne équipe, il va plutôt la passer la rondelle. Puis un peu comme Éloi l'a dit, sur l'avantage numérique, Caulfield, je trouve qu'il a de la difficulté à se rapprocher là, de... en tout cas, ça pour dire que non, je pense que ça va être un gars qui va distribuer la rondelle. Deuxième affirmation. Marquer 65 buts en une saison est plus impressionnant qu'obtenir 100 mentions d'aide dans une saison. Donc, vous comprenez que c'est un peu un comparatif entre la saison que Matthews connaît et celle de McDavid. Pierre-Carl. Les deux sont quand même assez impressionnants, je dirais. Dans une ligue qui est de plus en plus offensive, en plus. Je dirais que faire 100 passes, c'est plus impressionnant. Donc, rouge. Rouge, ouais. Excuse. Luc. Écoute, si on avait dit 50 buts, j'aurais été très clair à 100 passes. Je vais y aller avec vert, mais un vert ambigu, parce que je pense que faire 60 buts, c'est quand même facile contre des... Aujourd'hui, dans la Ligue nationale de hockey, tu peux te retrouver avec des joueurs qui font des tours de chapeau réguliers, avoir des soirées 4-5 buts contre des formations qui se font très dur dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui vient créer une déviance, et en plus, tu as un déséquilibre, puis tu as 2 équipes de plus aussi. Par contre, ça reste que 100 passes, on parle beaucoup de points, mais je pense que 60 buts, c'est quand même impressionnant. Là. Surtout quand ça ne s'est pas produit pendant presque 10-20 ans comme le 100 passes. Je pense que si un 60 buts est fait, tu as 50% de tes buts marqués contre le tiers 1 de la Ligue. Je pense que oui, c'est plus impressionnant. C'est vert, c'est plus impressionnant 60 buts. Marc-Antoine? Ben, moi, je me rappelle la dernière personne à faire 65 buts, mais pas la dernière personne à faire 100 passes. 65 buts, c'était Alex Ovechkin dans les 5-6 premières années de sa carrière. Mais en même temps, il y a un autre côté de moi qui se dit, tu as des passes aussi secondaires. Donc, des fois, tu dégages la rondelle, un mauvais rebond, un ailier se ramasse avec la rondelle, on l'envoie de l'autre côté, puis le gars marque. Donc, c'est pas la même chose que quand tous les soirs, tu le sais qu'Austin Matthews, il faut que tu le spots. Il est là, il est devant toi, c'est le numéro 34. Et il trouve toujours une manière de se libérer et de la mettre dedans. Donc, ça, c'est absolument impressionnant. Donc, j'aurais tendance à dire 65 buts est plus impressionnant que 100 passes, malgré le fait que je ne me rappelle pas la dernière personne à faire 100 passes en une seule saison. Éloi? Ouais, je te dirais que je pense que je vais aller avec le 65 buts, étant donné que pour le 65 buts, tu as un peu plus de contrôle de ta destinée.
pour 100 mentions d'aide, il faut vraiment que tu joues avec des bons joueurs parce que même si tu es un excellent passeur, si tu joues avec Josh Anderson, tu n'auras pas 100 mentions d'aide en une saison. Donc, les Oilers, c'est une machine offensive. Je pense que tu as plus de contrôle de ta destinée que 65. Je pense que je vais y aller avec les buts aussi, pour toutes les raisons que vous avez mentionnées, que évidemment, c'est le joueur doit en tant que tel les faire par lui-même. Oui, il faut qu'il y ait des bons alliés ou des bons joueurs autour de lui pour lui permettre de marquer, mais tout de même, au final, il contrôle un peu plus sa possibilité de faire beaucoup de buts. Par contre, comme tu disais, Marc-Antoine, il faut quand même prendre en compte que McDavid risque de devenir le 4e joueur seulement de toute l'histoire de la Ligue à obtenir le 100 passes. Tu sais, c'est ce qui est fascinant quand même. On se dit que les passes, c'est secondaire, mais c'est quand même seulement arrivé 3 par 3 joueurs dans l'histoire qui est le mieux, Gretzky et Orr, donc McDavid qui risque de les rejoindre. Il va être en bonne compagnie, disons, dans ce groupe qui a réussi à atteindre les 100 passes en une saison. Prochaine affirmation. Les Bruins de Boston conserveront le premier rang de la division Atlantique jusqu'à la fin de la saison. Présentement, ils ont 99 points, 2 points de plus que les Panthers qui, eux, ont un match en main. Luc? Ah, Seigneur, hey, t'es vraiment. C'est quoi de le dire, la saison de baseball recommence, puis tu vas faire avec tes balles courbes. Je vais prendre la chance, puis je vais dire que ça va être les Panthers qui vont terminer premier. Je pense que le calendrier est légèrement plus favorable pour les Panthers, puis en plus, je pense que les Bruins, le manque de profondeur, peuvent venir jouer des tours quand tu arrives en fin de saison aussi. Et les deux équipes s'affrontent le 6 avril prochain également. Ah, en plus. Ah, ben, on va intéressant. pouvoir voir d'autres bagarres. Ils sont affrontés hier aussi. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Marc? Moi, j'ai regardé le match hier, puis j'ai préféré le style des Panthers. Fait que c'est juste gratuit comme ça. J'ai préféré le style des Panthers. Je pense que les Panthers vont l'emporter. Oui, aussi un calendrier plus favorable. Puis, ouais, mais ça pourrait aller vraiment d'un côté comme de l'autre. Mais je vais y aller avec les Panthers. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça aille de l'autre côté. Éloi? Ben, c'est ça. Il reste un match entre les deux, donc ça va peut-être se jouer là. C'est quasiment 50-50 à ce stade-ci, pour vrai. Mais Boston affronte Washington 2 fois d'ici la fin de l'année, fait que je vais aller avec les Panthers. Évidemment. Je vais aller avec les Bruins. De mon côté, les Panthers sont dans peut-être leur moins bonne séquence de la saison. Puis encore là, ils ont une fiche pratiquement de 500 dans leurs 10 derniers matchs. Mais tout de même, c'est un petit peu plus au ralenti. Donc, j'ai l'impression que le fait que les Bruins ont déjà ces 2 points-là en main va les aider à finir devant. Je n'ai pas regardé au niveau je pense qu'au niveau de l'égalité, c'est les Panthers qui ont l'avantage. Mais tout de même, je pense que je vais aller avec les Bruins pour terminer l'année, quoique j'ai quand même plus confiance en l'alignement des Panthers une fois en série. Pierre-Carl? Moi, je vais dire rouge. Je pense que les Panthers ont 4 victoires, 5 défaites, puis une défaite en prolongation dans les 10 derniers. Mais je pense qu'ils vont se reprendre. Ils ont un match en main, ils sont à 2 points. Ils ont tout un alignement, je trouve, top 9, puis aussi le défenseur, gardien de but. Donc, je pense que la Floride vont finir au premier rang. Luc? Puis pour le meme, ça serait le fun aussi que Floride réaffronte Toronto encore au 2e tour. Ouais. On verra bien. Mais ça pourrait être dès le premier tour. Puis même encore là, tout dépendant avec la séquence actuelle des Maple Leafs et celle du Lightning, que le Lightning, eux, vont mieux. On ne sait jamais, peut-être que le Lightning pourrait tenter une petite remontée et terminer 3e rang de la division, mais il y a quand même 4 points de retard avec 10 matchs à jouer. Ouais, puis Boston, Toronto, ils ont des comptes à rendre aussi, Toronto. Oui. Alors, disons qu'on ne manquera pas de possibilités d'affrontements intéressants au premier tour dans l'Est également. On en parlait de l'Ouest tantôt, mais l'Est risque d'être aussi intéressant. On termine avec le dans mon équipe. Donc, je vous compare 2 défenseurs ce soir, donc 2 défenseurs d'équipe aspirantes et qui peuvent être en nomination pour le Norris année après année. On y va avec Miro Heiskanen et Quinn Hughes ce soir. Donc, les 2 ont été repêchés en 2017 et 2018. 3e et 7e choix au total. Du côté d'Escanen, on a 252 points depuis le début de sa carrière. Un peu plus de matchs joués que Hughes, moins de points. Et en séries éliminatoires, bon, évidemment, on joue beaucoup plus de matchs avec les Stars. Hughes a un seul parcours éliminatoire et il avait quand même été exceptionnel durant cette séquence-là. C'était pendant la bulle, si je ne me trompe pas. Donc, on avait eu 16 points en 17 matchs du côté de Quinn Hughes. C'est des styles quand même de joueurs différents. Je commence avec toi, Marc-Antoine. Qui choisis-tu entre les 2? Quinn Hughes, sans hésiter. Écoute, ça va peut-être avoir l'air niaiseux, mais
j'avais lu le livre de Brian Burke, puis il disait, il ne faut pas oublier que quand on va voir un match de hockey, on va voir un spectacle. On veut que l'équipe gagne, mais on va voir un spectacle. Puis, y a-tu un meilleur patineur que Quinn Hughes? Je veux dire, je me paierais un billet juste pour aller le voir patiner. Donnez-y même pas de bâton, ça ne m'intéresse même pas. Je veux dire, c'est un patineur extraordinaire. Écoute, sa relance, elle est absolument superbe. Tu peux pas... Quinn Hughes ne peut pas être sur la glace puis tu le vois pas, malgré ses 5 pieds 10. Tu sais. Je trouve qu'il amène une dimension absolument renversante. Et à date, Heiskanen n'a toujours pas été nominé pour un Norris, alors que Quinn Hughes va probablement le gagner cette année. Je comprends que défensivement, avec ce physique-là, c'est plus difficile. Là, il faut dire que cette année, avec la relance avec la relance et l'exécution de Vancouver, ils sont pratiquement jamais dans leur zone. Fait qu'on voit peut-être un peu moins ses carences dues à son physique et à sa force physique. Mais je veux dire de quoi, quand il est sur la glace, ça ne reste pas longtemps dans la zone défensive, la rondelle. Puis, je veux dire, il compense largement par ses aptitudes offensives, puis par ses qualités, puis son arsenal. Je veux dire, quand tu as un gars comme ça, là, tu t'espères, comme on dit en anglais, un stay-at-home qui reste avec lui. Puis tu t'assois, puis tu regardes le spectacle, puis tu dis « Wow, c'est extraordinaire de pouvoir regarder ça. » Heiskanen, je l'aime beaucoup. Moi, son année de repêchage, j'étais comme, d'après moi, il va sortir 2e ou 3e. Là, je veux dire, c'est un défenseur absolument super. Super coup de patin. Il peut vraiment faire la différence, mais je trouve qu'il fait beaucoup de bourdes encore. Et ça, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il essaie de tirer un peu le bateau offensivement. Et là, cette année, en regardant plusieurs matchs de Dallas, je trouve que ça s'est replacé dû au fait qu'il y a tellement d'offensive à Dallas qui est obligé. Il peut prendre ça un peu plus, comment dire, il n'est pas obligé de faire des pieds et des mains pour la sortir et l'amener en zone offensive parce qu'ils ont vraiment du power offensif sur les 3 lignes. Là. Les 3 premières lignes, là, ils sont capables de contribuer, d'où on a parlé de la fameuse statistique des 6-7 joueurs là, de 50 points et plus. Donc, mais oui, Quinn Hughes, c'est mon choix et sans aucun doute. Éloi? Miro Heiskanen, il est tellement beau à voir aller. C'est un super patineur. Il a une grande intelligence du jeu. Ça a l'air d'aller vraiment lentement pour lui. C'est tellement fluide comment c'est sorti de zone, son jeu en avantage numérique. Tout est juste parfait. Je suis allé le voir cette année et c'était écœurant. Mais c'est Quinn Hughes. Puis il a vraiment atteint un autre niveau cette saison. Il est juste comme Marc-Antoine l'a dit là, pendant les dernières minutes. Là, il est juste magique à voir jouer lui aussi. Les stats sont là. Le jeu défensif est là maintenant. Donc, pas le choix d'y aller avec Quinn Hughes. Je vais aussi avec Quinn Hughes. Puis souvent, quand on fait le dans mon équipe, je pense aux joueurs une fois en série. Puis des fois, un joueur de la stature de Hughes, justement, pourrait peut-être disparaître ou pas transposer son jeu qu'il a en saison régulière. Mais comme je l'ai dit tantôt, je me rappelle de sa prestation lors des séries, des seules séries éliminatoires auxquelles il a participé. Puis il était le meilleur joueur de Vancouver. Bon, il y avait Demko aussi dans les filets, mais parmi les patineurs, c'était vraiment le plus dominant et il contrôlait le jeu. Donc, pour moi, Hughes va produire autant en série, va être autant dominant qu'on le voit en saison régulière. Et c'est un joueur exceptionnel. Donc, j'y vais avec Quinn Hughes également. Pierre-Carl? Moi aussi, je joue avec Quinn Hughes. Je pense que depuis cette année, il a vraiment pris un pas dans la bonne direction, notamment de son jeu un peu plus défensif. Là. C'est sûr qu'ils ont beaucoup la rondelle, comme Marc-Antoine expliquait, mais il est quand même à plus 39. Donc, ça, c'est sa meilleure saison en carrière dans les plus et moins. Donc, c'est 2 excellents défenseurs, mais je pense que Quinn Hughes est un peu plus électrisant. Mm-hmm. Luc, est-ce que tu mets fin au blanchissage de Quinn Hughes? Avec grand plaisir. Je pense qu'à un moment donné, cette ligue-là elle est trop axée sur les défenseurs offensifs. Quand on entend dire oui, il est encore nominé pour un Norris, je suis désolé, mais Erik Karlsson, qui est une pleutre en zone défensive, honnêtement, puis qui a remporté le Norris, je veux dire, OK, c'est beau des points. Qu'est-ce que tu fais dans ta zone défensive? Est-ce que tu es capable de frapper? Est-ce que tu es capable de bien bloquer l'espace payant dans ta zone? La réponse, si c'est oui ou non, elle va avoir une grande importance. Puis je pense que moi, de mon point de vue, j'aime beaucoup mieux Heiskanen, qui est plus complet comme défenseur. Il est peut-être un petit peu moins flashy. Il est peut-être un petit peu moins fringant que Quinn Hughes. Mais dans son ensemble du jeu, dans qu'est-ce qu'il peut t'apporter sur 200 pieds, j'aime largement Heiskanen plus que Quinn Hughes. Quinn Hughes, c'est excellent pour le spectacle. Mais si je veux gagner, je veux être bon sur 200 pieds. Puis Heiskanen le fait dans les 2 sens de la patinoire. Une réplique, messieurs? Ouais, vas-y Marc-Antoine, si tu veux, écoute. Vas-y. Ben, tu sais, sérieusement, j'allais juste dire, tu sais, Heiskanen aussi, c'est ça, c'est un super patineur, puis
Ouais, c'est vrai que dans les deux sens de la patinoire aussi, Hughes, ça reste à prouver en série. Donc, il y a cet aspect-là. On va voir. Mais j'allais dire aussi, dans le sens que flashy ne veut pas nécessairement dire pas gagner en série. T'sais, Kucherov est absolument flashy, puis il y a 2 Coupes Stanley, 3 finales. Fait que pour moi, c'est pas dans ce sens-là nécessairement que ça va. Puis aussi, Quinn Hughes, de la manière qu'il joue, puis l'offensive qu'il est capable d'apporter, moi, je prends juste un gars complémentaire à mettre avec lui. Pour moi, c'est ça. Construire une équipe avec ce que tu as. Puis moi, Quinn Hughes, je veux dire, offensivement, là, à tous les ans, là, il va faire ça, selon moi. Là. On est en début de carrière. Là. Je pense que quand il va finir sa carrière, il va avoir empilé des saisons entre 70 et 90 points pendant facilement, selon moi, 10 ans. Heiskanen, je ne sais pas encore si ça va être ça. Est-ce que quand les Séguins vont vraiment, vraiment ralentir puis les Benn vont vraiment ralentir, est-ce qu'il va être encore capable de distribuer la rondelle et que ces joueurs-là vont compléter? Je ne sais pas. Quinn Hughes, des fois, il déculotte 4 gars, puis la première chose que tu sais, il fait juste une petite passe, puis le gars a juste besoin de la dévier. Je sais pas, tu sais. Mais en même temps, je ne cracherais pas sur Heiskanen pour la simple et bonne raison aussi. C'est juste une préférence aussi personnelle. Je ne crache pas sur l'autre. Ça me ferait plaisir de le détester, mais c'est vraiment pas le cas. Parce que selon moi, il y a 4 défenseurs qui sont les plus solides. C'est Makar, c'est Hughes, c'est Dahlin, puis Heiskanen. Et je mettrais dans une autre catégorie, mettons, des Dobson, puis des Fox, qui restent des défenseurs absolument superbes. Mais que selon moi, là, le full package de ce genre de gars que tu dis ça, c'est l'élite. Là. Ce serait ces gars-là. Mais c'est ça, une préférence personnelle pour Hughes. Je veux dire, tu t'assois dans ton sofa, tu regardes ça, puis tu dis, wow, c'est absolument. Écoute, il patine, c'est Paul Coffey, là, c'est Bobby Orr, c'est tabarouette. C'est absolument divin de regarder un gars de même aller. Là. Fait que voilà. Luc, t'avais-tu à ajouter? Je t'aime pareil, Marc-Antoine. Mais moi, un de mes défenseurs préférés, c'était Chris Pronger. Chris Pronger ne traversait pas la rondelle. Il ne traversait pas la patinoire, là. Mais je veux dire, si tu veux avoir une passe tape à tape, c'est Chris Pronger. Si tu veux un gars qui frappe, c'est Chris Pronger. Mais tu sais, Chris Pronger aussi, je donne un exemple. Scott Niedermayer a souvent été bien épaulé avec des bons défenseurs solides défensivement. Mais personne ne crache sur Scott Niedermayer. Là, en fait, mon point, c'est plus, vous connaissez mon style de défenseur. Josh Morrissey, Roman Jussi, puis je trouve qu'Eiskanen est pas mal plus dans le mood que Jussi et Morrissey que Quinn Hughes. Fait que c'est plus le prototype de défenseur que j'apprécie beaucoup plus que des à la calme Makar. Puis même Makar, je le mets vraiment dans une catégorie à part parce que défensivement, il est meilleur que Quinn Hughes. Ouais, moi ça, je suis d'accord.